Alors ici, on passe sur quelque chose qui est de moins grande ampleur que ce qu'on vient d'entendre, parce que là, il s'agit de tout un programme d'une année de spécialisation qui a été transformé en approche par compétences. Maintenant, tous les enseignants n'ont pas forcément la possibilité de travailler comme ça collégialement et de révolutionner tout un programme. Donc, on peut aussi travailler cette cohérence compétences à l'intérieur d'un enseignement de plus petite ampleur. C'est évidemment pas idéal, mais ça permet quand même de montrer la cohérence en question et d'essayer de la travailler. Et ce n'est déjà pas simple dans un enseignement d'une plus petite ampleur. Donc, nous, on le fait par exemple dans un cours du master en sciences de l'éducation, donc pour les étudiants du master en sciences de l'éducation. Ils ont notamment la possibilité de s'inscrire au cours qui s'appelle ici Questions d'actualité en pédagogie de l'enseignement supérieur, partie 1. Donc, ça s'adresse à des gens qui veulent s'orienter vers l'enseignement supérieur, soit pour y enseigner, soit pour devenir conseiller pédagogique dans le supérieur, et qui veulent un peu découvrir ce champ finalement de la pédagogie de l'enseignement supérieur en se disant, tiens, quelle thématique est-ce qu'on y traite, qu'est-ce qui s'y passe, quelles sont les questions d'actualité. Et cette année, on travaillait avec eux une des questions d'actualité dans l'enseignement supérieur qui est le passage aux approches par compétences. Qu'est-ce que ça change? Et en particulier les SAE. Qu'est-ce que c'est ça, les SAE? À l'université ou dans une haute école, une SAE, une situation d'apprentissage et d'évaluation qui permet d'évaluer des compétences. C'est quand même encore un peu mystérieux pour beaucoup et c'est quand même une question brûlante d'actualité vu que tous les référentiels de nos formations sont passés finalement en référentiels de compétences, ce ne sont plus des référentiels d'objectifs. Alors pour ce cours-là, l'année passée, j'avais 36 étudiants que j'avais répartis en 12 trios d'étudiants. Il y avait donc moi comme prof et une assistante qui était Virginie Jamin, qui nous quitte l'an prochain pour aller travailler en haute école. Je suis bien triste d'ailleurs, mais je souhaite que ça se passe super bien pour elle. Merci Virginie. Alors, le volume de ce cours-là, c'est 4 crédits ECTS, donc c'est quand même 120 heures de travail étudiant normalement. C'est quand même pas mal. Et on le travaille sous forme d'études de cas. Donc les étudiants, par groupe de 3, doivent étudier un cas. Vous voyez, en vert, il y a différentes choses. Il y a ceci, analyser des situations d'éducation de formation. C'est en fait la compétence du référentiel que les étudiants vont devoir travailler. Ils vont devoir donc être capables d'analyser, travailler leur analyse. Il y a ici ce qu'ils vont devoir faire, c'est leur activité à eux. Et il y a ici la façon dont ils vont être évalués, c'est-à-dire un portfolio. Donc, ils vont devoir développer une compétence. Pour ça, ils vont être plongés dans une SAE eux-mêmes et ils seront évalués à travers un portfolio. La compétence en question, analyser des situations d'éducation de formation, elle a des composantes essentielles. On a parlé beaucoup dans le témoignage précédent des composantes essentielles. Ici, il y en a 2. Ils doivent analyser en se référant à des cas conceptuels issus du champ interdisciplinaire du centre d'éducation, des modèles, de la littérature existante, etc. Et ils doivent analyser en prenant en compte des contextes et des différents acteurs de ces situations. Donc, pas question de travailler de manière décontextualisée, d'être trop théorique. Non, ils doivent faire une analyse qui tient compte du contexte et qui utilise vraiment les écrits existants au service de l'analyse et au service du contexte. Alors, pour ne pas que ça reste trop abstrait, et qu'ils puissent vraiment travailler leur analyse sur le terrain, c'est vraiment important d'être sur le terrain, tout comme on l'a vu dans le témoignage précédent, une SAE qui va permettre de développer la compétence. Sa caractéristique première, c'est qu'elle est authentique. Il doit s'agir d'une tâche proche du réel professionnel futur de ces étudiants-là en question. Ces étudiants-là en question, ils devront travailler avec des enseignants du supérieur. Donc on les envoie faire une étude de cas chez un enseignant du supérieur, qu'ils soient en haute école ou en université, ça n'a pas d'importance. Ils sont près d'un enseignant du supérieur et ils vont essayer de décrire une SAE de cet enseignant-là. Donc, évidemment, ils ne vont pas aller trouver des enseignants qui sont hyper conventionnels et qui ne donnent que des cours ex cathedra, matière pure, théorique, transmissif. Ils vont aller trouver des enseignants qui envoient leurs étudiants dans des vraies activités actives, proches aussi du réel professionnel, que ce soit pour des futurs chimistes, pour des futurs psychomotriciens, pour des philosophes, ou pour des médecins, ou pour des pharmaciens, peu importe.
Alors, ils s'en vont là trouver des enseignants. Jim, par exemple, nous a fait le plaisir d'accueillir un de nos groupes d'étudiants qui ont décrit une de ces SAE. Comme il est prof de physique, bah, c'était une SAE en physique. Mais en tout cas, on a comme ça 12 SAE qui sont décrites par des étudiants, grâce à 12 profs du supérieur qui ont bien voulu partager leur pratique avec ces étudiants-là. Et puis ces étudiants-là, comme ils sont intéressés par le supérieur, ils vont être peut-être conseillers pédagogiques ou quoi, on leur demande d'organiser un webinaire pour d'autres enseignants dans lequel ils vont partager la description de la SAE qu'ils ont réalisée, de façon à donner plein d'idées à d'autres enseignants qui se diraient « mais c'est quoi une SAE? Comment est-ce qu'on peut rendre des étudiants actifs quand on en a 150 ?» Ou bien, voilà, toutes les questions autour de comment faire pour y aller vers la SAE? Puisqu'on a déjà 12 cas, eh bien, il faut les partager. Donc, la mission de mes étudiants à moi, c'était trouver un enseignant, discuter, analyser la SAE, la présenter sous une forme communicable, et puis faire un webinaire où on invite plein d'autres enseignants pour leur présenter les 12 SAE et les questionner, les faire réagir, leur demander si ça leur donne des idées, échanger autour des difficultés, etc. Donc vous voyez que si l'objectif, donc si la compétence à développer, c'est analyser, les étudiants doivent analyser, et puis on va évaluer leur analyse. Mais tout ça de manière la plus authentique possible. Alors ici, voilà une ligne du temps, je n'entre pas dans les détails. Je peux peut-être vous montrer... Oula, on passe vite un écran à l'autre. Ici, voilà, ça c'était les 12 SAE que les étudiants ont donc décrites et analysées. Vous voyez, ici, par exemple, on était chez Jim à Namur avec Physique et Défis. Mais ici, on était en architecture. On a Patricia qui est en architecture à l'Université de Liège. Donc, les architectes ont aussi accueilli une équipe de nos enseignants. Ici, on est à la province de Liège avec Prends ton envol chez les ingénieurs de la province de Liège. Si je clique ici, je vais voir la présentation qui a été réalisée par les étudiants qui ont expliqué ce que c'était que cette SAE chez les ingénieurs, qu'est-ce qui se passe, comment ça fonctionne. Évidemment, sans son, ça n'ira pas. Je ne vais pas pouvoir vous mettre du son, mais peu importe. L'important, c'est qu'on comprenne que voilà, les étudiants présentent, et là, ils ont choisi de faire un peu sous forme d'une petite BD. Ils expliquent que les étudiants ingénieurs, ils sont aussi en trio, et puis ils ont des cours théoriques qui sont accompagnés par des enseignants. Ils ont super bien fait ça. On voit que, voilà, on travaille deux compétences, la conception d'un planeur en balsa et puis le développement du planeur en balsa, qu'on est évalué par un portfolio, qu'il y a encore des cours qui sont donnés de façon à ce que les étudiants puissent réaliser leur planeur en balsa, etc. Donc, voilà, la SAE est présentée. Voilà, HEPL, ça ne se déroule pas que à l'école, il y a un concours qui va suivre pour ceux qui le souhaitent, etc. Donc, voilà, et ça pour chacun des groupes de 3 étudiants. Ce qui est intéressant aussi, donc pour les groupes de 3 étudiants, c'est qu'il y a eu cette présentation en webinaire qui réunissait, je crois, une quarantaine d'enseignants en plus des étudiants en question. Alors, leur évaluation à ces étudiants, c'est donc un portfolio. Alors, le portfolio, dossier de réussite pour démontrer sa compétence à travers des traces et des narrations commentées où ils nous expliquent comment ils ont développé leurs compétences et quelles preuves ils peuvent apporter du fait que leur analyse a évolué et qu'elle respecte bien les 2 composantes essentielles. Donc, elle mobilise des ressources théoriques et elle est bien adaptée au contexte de l'enseignement supérieur. Alors, il y a des traces, il y a des narrations, des verbatims. On leur demande aussi de bien colorer ou flaguer les éléments qui correspondent aux composantes, qui correspondent aux compétences, et de nous expliquer la manière dont ils ont progressé dans leur développement de compétences. Je n'entre pas dans les détails. On a évalué tout cela avec, je crois que Lisa a même apporté de nouvelles traces. On pourra creuser ça, mais c'est vraiment intéressant. C'est vrai que quand on communique, pouvoir parfois entrer dans les détails.
on a évalué ça avec une grille d'évaluation où on avait certains critères centrés sur la forme, l'organisation des idées dans le dossier, et puis des tâches intermédiaires, parce qu'il devait rentrer une description intermédiaire, etc. On aurait voulu axer les 100% de la note de l'étudiant sur cette deuxième partie qui est centrée sur la compétence, avec sur la gauche les critères qui nous semblent essentiels, vraiment importants dans l'évaluation d'une compétence. Donc, est-ce que toutes les composantes sont bien mentionnées? Est-ce que les apprentissages critiques ont été mentionnés aussi? Est-ce qu'on voit que l'étudiant maîtrise bien toutes les ressources qu'il est censé maîtriser? Est-ce qu'il nous parle aussi du résultat de ses actions? Est-ce qu'il a une bonne prise de distance, donc une bonne autocritique? Donc, ces éléments-là, pour nous, sont vraiment essentiels, et on avait une gradation en 3 colonnes avec de plus en plus de performances vers la droite. Donc là, on est vraiment dans l'évaluation de la compétence, mais on a remarqué que les étudiants avaient des difficultés et que si on ne jugeait que pour les 20 points, cette partie-là sur 20 points, on avait alors des étudiants qui avaient des notes, je dirais, plus entre 10 et 12, alors qu'en fait, c'était vraiment donné, les analyses étaient pour nous de bonne qualité, donc on s'est dit, c'est sans doute qu'on n'a pas assez entraîné les étudiants à rendre compte de leurs compétences dans un dossier de réussite, dans un portfolio de compétences. Donc c'est pour ça qu'en fait, on a décidé de valoriser aussi pour 6 points, je pense. Oui, c'est ça, pour 6 points, ces éléments un peu plus intermédiaires qu'idéalement, on n'utilisera plus les années suivantes. Mais là, voilà, on trouvait que c'était pas très juste, pas très équitable de les évaluer sur quelque chose auquel ils n'avaient pas été suffisamment bien entraînés, vu que les autres enseignants évaluent plus des acquis d'apprentissage finalement que des compétences. L'année prochaine, on fonctionnera normalement avec une grille différente, avec cette grille-ci, qui donne vraiment toute la place centrale à la compétence, avec des intervalles qui définissent ce qu'est un rapport qui nous présente une démonstration insuffisante, et c'est quand la compétence n'est pas démontrée, mais certaines composantes sont déjà abordées en lien avec une action, mais qui est partiellement réalisée par l'étudiant. Pour avoir une démonstration satisfaisante, c'est-à-dire entre 10 et 13, on demande que la compétence soit démontrée à travers des actions acceptables dans le respect de toutes les composantes essentielles, mais qui sont encore abordées assez isolément. L'étudiant évoque des connaissances acquises, mais il ne fait pas bien le lien avec la compétence, il identifie certaines qualités de ses actions, il mentionne la façon dont il a opéré quelques ajustements de ses actions en cours d'action, mais donc il est déjà réflexif, mais pas forcément avec l'ampleur que l'on voudrait. Il ne met pas forcément le doigt sur tous les éléments qui auraient pu être améliorés. Il ne parle pas forcément des adaptations qu'il aurait pu faire à d'autres situations, etc. Et on voit que plus on avance dans l'excellence, plus on a cette action qui devient excellente, cette mobilisation de ressources qui est systématiquement justifiée, cette autocritique qui est vraiment de plus en plus explicite et conscientisée par l'étudiant, aussi bien sur ses points forts que sur ses points d'amélioration, et aussi bien sur ses démarches que sur ses résultats. Et puis cette capacité à mentionner aussi les adaptations qu'il a faites en cours de route et qu'il ferait encore si, par exemple, il devait fonctionner avec une analyse sur plusieurs enseignants au lieu d'un enseignant isolé, ou bien avec des enseignants qui travaillent avec des grands groupes, alors qu'ici, il a fait des analyses avec des enseignants qui travaillent avec des petits groupes, donc peut-être que les critères ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, vraiment, l'étudiant qui arrive à se projeter dans des situations, ici d'analyse, qui sont toutes différentes de finalement les situations qu'on lui a demandé de déployer sur le terrain. Donc, ça, c'est la grille compétences qu'on utilise maintenant, qu'on n'a pas utilisée avec les étudiants l'an passé, mais pour l'année prochaine, on va essayer non seulement d'utiliser cette grille-là, mais aussi de les entraîner beaucoup plus à utiliser la grille, c'est-à-dire de l'utiliser avec eux déjà en évaluation intermédiaire, pour qu'ils soient mieux préparés et qu'on puisse alors consacrer
les 20 points à ceci. On l'a déjà fait dans d'autres cours et quand on les y prépare, quand on travaille avec eux en cours d'année, c'est quelque chose qu'ils sont tout à fait capables de prendre en charge. Voilà, donc là c'est une expérience plus petite dans un seul cours, mais où on essaye de mettre en exergue ce qui est le thème de cette soirée-ci. En fait, c'est la cohérence entre une compétence, une activité SAE et la manière d'évaluer le développement de la compétence, même si évidemment, comme on est dans un cours de 4 crédits, dans une activité de 4 crédits, on ne peut pas dire que cette activité à elle seule développe et sature le développement, si on peut dire, de cette compétence d'analyse qui va être travaillée par d'autres enseignants aussi dans d'autres situations. Pas nécessaire. Dans ce cursus-là, est-ce qu'il y en a d'autres qui fonctionnent comme ça en sciences de l'éducation qui se dit tiens, c'est pas encore. Mais en fait, moi j'ai 5 cours qui fonctionnent comme ça et qui sont tous des cours genre à 4 crédits, 5 crédits. Il y a toujours une SAE et il y a un portfolio à la fin. J'ai une collègue qui utilise le portfolio aussi, dans une optique un peu différente, mais qui est quand même aussi très très fort, une optique d'intégration en tout cas, et qui a aussi un cours avec pas mal de crédits. Et puis, le master est en réforme, donc on est en train de rédiger le référentiel de compétences du master réformé, qui sera beaucoup plus dans l'optique d'une approche par compétences. Ce n'est pas facile, on est aussi dans le processus, donc dans le même processus que vous. Et on n'atterrira peut-être pas aussi rapidement que vous, parce que c'est voilà. En tout cas, vous avez de l'avance. C'est un peu des cours laboratoires, si on peut dire. On se permet de tester des choses et de communiquer avec nos étudiants pour qu'eux soient tout gagnants, si on peut dire, qu'ils ne pâtissent pas de l'expérience, qu'ils soient gagnants là-dedans, et que nous, on puisse aussi affiner nos instruments et nos réflexions autour de ça. Les activités comme ça, c'est très bien, mais quand ça doit se mettre dans un cursus où tout le monde ne travaille pas par compétence, ça ne doit pas être évident pour les étudiants de se structurer, parce que ça demande pas un travail autonome, c'est important, puisqu'ils doivent pas faire pas mal de travail en dehors. Et si les professeurs ne travaillent pas comme ça, et je parle peut-être plus à haute école qu'à l'université, parce que je ne connais pas les établissements, je me dis que notamment, je le disais ici tout à l'heure, si on a parlé d'étudiants qui ne sont pas assez matures, qui peuvent se prendre en charge, je me dis démarrer un bac en première année avec des étudiants qui sortent du secondaire. Il faut quand même que l'équipe pédagogique entière puisse adhérer quand même à ce système. Alors, mais c'est vrai, je répète peut-être la question pour ceux qui sont à distance et moins, qui entendent moins bien. Oui, donc est-ce que c'est pas vraiment difficile de travailler avec une approche comme celle-là, alors que tous les collègues ne fonctionnent pas de la même façon? Et est-ce que c'est pas particulièrement difficile en bac quand les étudiants découvrent cette nouvelle approche? Alors en fait, on remarque, pas parce qu'on suit pas mal d'expériences de ce type-là, et notamment en France, que commencer dès la première année du supérieur, c'est parfois plus simple parce que les étudiants alors sont tout de suite lancés dans cette dynamique-là. Ils reçoivent le référentiel, un peu la page plastifiée comme on a entendu ici, donc pour eux c'est clair, voilà, il y a par exemple 4 compétences à développer sur leur programme de 3 ans. Ben voilà, c'est leurs 4 compétences, c'est la colonne vertébrale de leur formation pour les 3 années, et pour eux c'est clair. Pour les employeurs chez qui ils vont en stage, c'est très clair, parce que les compétences, ça leur parle plus que des listes interminables d'objectifs. Et donc là, ça permet aussi plus facilement le dialogue entre les maîtres de stage et les enseignants. Et les étudiants, ben, ils sont partis d'emblée sur la nouvelle approche, et c'est plus simple pour eux finalement. Le plus compliqué pour eux, c'est finalement ce que moi je fais, c'est travailler un gros cours, mais avec une approche par compétence, alors que le cursus n'est pas entièrement par compétence. Mais là, il faut être vraiment très clair avec eux, très clair sur le contrat, et clair sur le fait que
on aura des accommodements nécessaires s'ils ont un quelconque souci. Et il faut beaucoup les suivre, évidemment. Quand on les lance dans des projets, il faut les suivre. Les ingénieurs, par exemple, ont fort l'habitude de ça. Ben, les architectes ont fort l'habitude de ça parce que les ateliers d'architecture, finalement, c'est des grands projets. Donc, il y a quand même des sections dans lesquelles lancer les étudiants dans des projets a toujours été quelque chose de naturel. Maintenant, ce n'est pas forcément naturel, du coup, d'annoncer les compétences au départ et d'évaluer les compétences plutôt que les simples résultats du projet. Ça, voilà, demander ce recul critique, demander cette adaptation, c'est quelque chose de relativement inhabituel, mais quand on part du principe que être compétent, c'est agir avec qualité, mais aussi pouvoir se justifier et savoir pourquoi, en quoi c'est une qualité, alors il faut absolument demander cet aspect réflexif aux étudiants. On a une question en ligne. Arlette ? Oui, merci Jim. Merci Marianne pour cette présentation. Moi, ça me parlait beaucoup et ça me fait vraiment plaisir que tu nous aies partagé ça. Et je voulais demander, dans le cadre de la réforme que vous envisagez, est-ce que vous allez aller un pas plus loin vers non seulement analyser des situations, mais demander aux candidats des sciences de l'éducation de concevoir des SAE ou bien d'intervenir dans des activités d'apprentissage pour créer des SAE? Oui, merci Arlette. Oui, bien sûr. Donc, analyser, c'est pour l'instant une des compétences de leur référentiel qui en comporte 5. Dans le nouveau référentiel, il y en aura sans doute moins que 5 parce qu'on s'oriente vers quelques profils métiers encore mieux cernés. Un des profils, ce sera sans doute autour du chercheur analyste, et donc l'analyste peut rentrer là-dedans. Mais oui, il y aura bien sûr de la conception et de la mise en œuvre, parce que l'enseignant et le chercheur en éducation doivent pouvoir aussi concevoir des dispositifs et puis les mettre en œuvre. Donc ça, c'est certain. Il doit pouvoir aussi jouer un rôle de conseiller pédagogique. Donc il y a pas mal de pain sur la planche pour définir le référentiel de compétences, et il va plus loin que de l'analyse, même si l'analyse reste présente parce que c'est parfois un débouché clair pour le chercheur qui va faire de l'analyse et de la recherche l'objet central de sa carrière. Donc ça garde du sens, mais bien sûr ce n'est pas seul dans le référentiel, cette analyse. Merci. Juste ici, quand on parle des cadres conceptuels auxquels les étudiants doivent se référer, c'est des choses qui ne sont pas forcément travaillées directement dans cette UE. C'est des cadres conceptuels qui doivent aller récupérer. Oui. Ma réflexion, c'était de se dire, tiens, justement, quand on travaille ce type de SAE avec des bacs 1, l'idée, c'est qu'on a un équilibre entre la découverte des connaissances, des cadres conceptuels qu'on travaille avec les étudiants directement en classe, et le travail d'intégration qui se fait soit après, soit en alternance avec le travail. Oui. Ici, on a vraiment une UE qui est purement intégrée. Qu'en bac, on retrouve parfois ces UE où on a d'abord toute une partie de l'année où on travaille la connaissance, le cadre conceptuel, où on détaille un peu tout ça avant de passer à une phase d'intégration. Alors je dirais oui et non. Je dirais qu'en bac, une partie cadre conceptuel, oui, mais pas commencer par le cadre conceptuel et puis après les envoyer en SAE, parce que là, alors, on en aura perdu la moitié avant de commencer sur du concret. Justement, on essaie de les accrocher par des choses qui les intéressent et on introduit le cadre conceptuel à l'intérieur de l'activité quand ils sentent qu'ils en ont besoin, parce que pour analyser, on a besoin d'un cadre conceptuel. Donc nous, ici, on leur dit juste, on leur rappelle ce que c'est qu'une analyse, qu'est-ce qu'une bonne analyse, comment on fait pour analyser. Et puis après, les cadres conceptuels, c'est vrai qu'ils vont les chercher un peu partout. Et justement, ils n'ont pas l'habitude d'aller les chercher là où on ne les attend pas. Le prof, normalement, il dit, voilà le cadre, et on analyse, et on produit une analyse avec le cadre. Ça, ils savent faire. Mais quand on leur dit, là, il faut analyser, allez chercher un peu partout dans vos autres cours ce qui va vous servir pour analyser ça. Ben là, ils sont perdus, parce qu'ils n'ont pas appris forcément l'intégration. Ils ont appris l'application. Et ça, c'est pas la même chose. Donc on doit quand même leur poser ce cadre en disant, analyser, c'est pas n'importe quoi. Et puis, les cadres, vous allez aller les chercher, et c'est un effort, et c'est difficile, et c'est normal, et c'est bien ça qu'on vous demande. Donc, allez chercher dans le cours de Monsieur Faux des analyses, allez chercher dans le cours de... etc. Et ça, ils n'ont pas forcément l'habitude, mais dans la vraie vie, ce sera comme ça. Ils seront devant des enseignants du supérieur,
C'est pas l'enseignant du supérieur qui va leur dire allez chercher dans le cours de Madame Poumet ou de Monsieur Faux ou de Madame Pirard. Hein. Il va falloir qu'ils se débrouillent et qu'ils sachent quel cadre aller mobiliser à ce moment-là, parce que c'est le plus pertinent à ce moment-là. Ce qui est quand même la partie la plus complexe. Parce que, encore faut-il que le cadre soit pertinent. Parce que souvent, ben, ils ont 2-3 cadres, bon, on le voit bien dans les portfolios, il y a 2-3 cadres qu'ils ont marqués, et ils les utilisent dans n'importe tout contexte possible et imaginable. Mais parfois, le transfert n'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait adapté à leur contexte. Et par rapport à la question d'Arlette, ben, les étudiants avaient fait, il y a 4 ans ou 5 ans, ils avaient dû faire une SAE avec des formateurs en milieu d'insertion socio-professionnelle, une SAE qui portait sur l'évaluation. Oui, oui. C'est ça qui est difficile un peu avec les SAE, c'est que, évidemment, comme c'est authentique, ça varie avec les années. Donc, le prof doit refaire son cours chaque année, puisque les SAE changent. On peut parfois en garder 1-2 ans, mais après, ça n'a plus le même sens, quoi. Donc, c'est vrai que c'est du travail pour l'enseignant. Mais en même temps, c'est beaucoup plus passionnant d'enseigner de cette façon-là, parce qu'on découvre les travaux de ses étudiants avec vraiment beaucoup de surprise et admiration parfois, quoi. C'est vraiment intéressant. En plus, on les utilise vraiment. Voilà. Alors, on va vous proposer peut-être une petite activité qui va générer d'autres questions, peut-être entre vous. On va vous demander par groupe. Alors, vous pouvez faire les groupes comme vous le souhaitez. On vous propose peut-être de les faire par table, si vous avez déjà formé des tables. On va se référer à un cadre qui est pour nous celui des compétences. Donc, certains connaissent peut-être l'ouvrage de Jacques Tardif en 2006, l'évaluation des compétences, dans lequel déjà en 2006, il a forgé, oui, certains connaissent, forgé cette nouvelle définition de la compétence qui est bien plus exigeante, hein, qui est ce savoir agir, qui est complexe, qui nécessite de mobiliser et combiner des ressources de différents types, des savoirs, des savoir-être, des savoir-faire, dans une famille de situations. Et donc, on est vraiment sur quelque chose de très complexe. Dans la foulée, Scalone aussi a cet ouvrage sur l'évaluation des apprentissages dans une approche par compétence, où là, lui, il vient d'un champ où on évaluait des acquis d'apprentissage, et puis il élargit sa réflexion sur l'évaluation à cette évaluation de la compétence qui repose sur d'autres principes et qui doit être faite avec d'autres outils. C'est assez intéressant. Ensuite, on a écrit notre ouvrage en 2017, dans lequel Patricia, d'ailleurs, qui est ici, a rédigé un chapitre avec l'expérience des architectes qui passait une approche par compétence. Et puis, il y a notre nouvel ouvrage qui paraît dans 2 semaines, normalement, comment alors mettre en œuvre une approche par compétence dans le supérieur, où là, on est vraiment dans le concret, sur demande des enseignants, avec un guide pour la rédaction d'un référentiel, un guide pour comment faire des SAE, et puis des outils pour l'évaluation, et des FAQ sur ce que les enseignants généralement nous posent comme question, d'autres expériences qui peuvent peut-être nous nourrir, comme celle de Paul Kenney qui est en ligne, qui a aussi participé à cet ouvrage, ou celui des IUT en France, qu'on a aussi un peu exploité. Donc, dans cet ouvrage-là, on a quelques éléments vraiment très concrets qui permettent de favoriser la réflexion. François, tu peux peut-être distribuer une feuille à chaque groupe, peut-être. Une feuille comme ceci, qui est une grille d'évaluation d'une SAE. Donc ça, cette grille-là, c'est une grille qui a vraiment pour but de nous faire réfléchir sur ce que sont les qualités d'une bonne situation d'apprentissage et d'évaluation. Comment faire en sorte qu'elles conviennent bien pour développer et évaluer des compétences. On a vu la situation proposée en psychomotricité. Tu peux distribuer les 2 feuilles d'ailleurs. Donc en psychomotricité, cette activité où ils vont sur le terrain, et puis ils reviennent en classe, ils retournent sur le terrain, chercher des données, ils doivent se corriger, etc. Ça, c'est une SAE. Ici, vous avez vu la SAE de mes étudiants qui doivent aller trouver des enseignants du supérieur
pour analyser une SAE. Donc ici, on se demande un peu quels sont les critères qui font une bonne SAE. Alors, le but est simplement d'essayer d'améliorer ses propres SAE, hein. C'est juste constructif. Je la laisse quelques minutes à l'écran pour les personnes qui sont en ligne. Deuxième élément peut-être de cadrage que je vous montre, c'est les 5 critères pour évaluer une compétence. Là, vous les avez déjà vus dans la présentation de Pascal et Christine, parce qu'on voyait sur une de leurs dias, la colonne de droite, c'était vraiment ces critères-là, donc quelle était la qualité des démarches, la qualité des justifications de l'étudiant, le recul critique de l'étudiant, et puis l'adaptation à différentes situations. Nous aussi, donc, ce sont ces critères-là qu'on utilise pour évaluer une compétence. Et alors, on utilise aussi donc une grille vraiment intégratrice. Donc, plutôt que de mettre des points sur le critère 1, dire, allez, il a 12 sur 20 en qualité des démarches, il a 14 en qualité des résultats, il a 18 en recul critique, etc., ce qui pour nous n'a vraiment pas de sens. On se dit, bah tiens, on va plutôt travailler sur base de profil. Donc, quelles sont les caractéristiques de l'étudiant qui a démontré sa compétence de manière satisfaisante, ou de manière remarquable, ou de manière excellente. Donc, ces profils d'étudiants nous permettent de mettre une note sur la compétence dans son entièreté, et pas sur chacun des critères, parce que pour nous, il faut que les 5 critères soient rencontrés pour qu'on puisse dire que l'étudiant a valablement développé et démontré sa compétence. On ne pourrait pas se permettre d'avoir 0 en qualité des démarches et « Ah, mais j'ai un très bon recul critique, je me rends compte que je suis nulle et je vais être diplômée parce que j'ai 20 sur 20 en recul critique, ce qui vient largement compenser mon 0 en qualité des actions, et je sors avec un 10. » Non, ça n'a aucun sens. Donc, ce profil qui englobe les 5 critères nous semble mieux refléter la compétence. Alors, on a distribué à chaque groupe cette grille d'évaluation d'une SAE et cette grille compétence. Ce qu'on vous demande peut-être en une dizaine de minutes, c'est de réfléchir en groupe, de choisir rapidement en groupe un de vos enseignements, une SAE de cet enseignement-là, et puis vous expliquez la SAE aux autres membres du groupe. Il y a bien un membre du groupe qui aura une SAE à partager. Vous essayez de passer la SAE au crible de la grille, rapidement, hein, juste pour vous faire réagir et vous demander si, ah bah tiens, est-ce qu'il y a des critères qui nous semblent complètement non reliés à une SAE, auquel cas ça vaut la peine qu'on en parle, ou bien est-ce que la SAE que je pense déjà vraiment très bonne, elle aurait un bon check de pas mal de critères, ou est-ce qu'il y en a qui voudraient encore retravailler, est-ce qu'il y a des choses qu'on voudrait éventuellement ajouter à une grille comme celle-là, etc. Donc on va le faire vraiment rapidement, juste pour que vous preniez un peu pied dans cet outil-là et que ça vous permette de réagir, d'avoir une ou l'autre réflexion côté SAE. Et puis, si vous avez le temps, passez en revue la grille compétences et vous dire, tiens, cette SAE-là, si on doit l'évaluer, si on doit évaluer la compétence, eh bien, est-ce qu'on pourrait évaluer la compétence en sachant que les étudiants ont vécu la SAE? Est-ce qu'en vivant cette SAE-là, ils auront tout ce qu'il faut pour démontrer leurs compétences, en fait? Parce que c'est ça qu'on veut. On a une compétence au départ, on a une SAE, on veut qu'elle soit de qualité, et puis on a une preuve de compétence à apporter. Est-ce que si on évalue l'étudiant avec cette grille-là, en ayant vécu la SAE, il pourra nous démontrer sa compétence? Ou est-ce que la SAE peut-être ne le permet pas encore, parce qu'elle n'a peut-être pas toutes les qualités qu'il faut pour permettre à l'étudiant d'aller derrière, démontrer sa compétence? Également, j'aimerais avoir un teasing du bouquin et j'aimerais savoir si votre livre, ça retrace l'évolution que vous avez pu opérer et que vous avez pu avoir depuis 6, 7 ans, 6 ans
Alors, notamment, oui. Capel. En fait, on essaie, dans le livre, on n'a pas retracé une évolution, mais on a essayé de donner notre point de vue d'aujourd'hui. Enfin, en fait, d'il y a un an, parce que le temps de l'écrire et qu'il arrive chez l'imprimeur, en fait, il y a encore des choses qui ont évolué, mais c'est un état assez avancé de nos réflexions, disons. Mais si tu veux, on en parle après, parce que si on va juste utiliser ces deux pages-là. Ouais. Sauf pour la partie évaluation, justement. C'est la seule partie où on montre toutes les étapes par lesquelles on est passé. Je me dis ça, parce que ça doit être pour avoir participé il y a quelques années. Il y a quelques années, oui. Mais là, tu verras l'évolution des grilles, parce qu'on explique chaque fois pourquoi on abandonne l'une pour aller vers la suivante, etc. Et on explique aussi qu'on est encore satisfait d'aucune. En fait. Bien sûr. Alors, ce n'est pas pour vous décourager, mais c'est pour vous dire que c'est à vous à inventer le futur. Ouais. On est encore tout à fait satisfait d'aucune des grilles qu'on utilise et qu'on a utilisées. Chaque fois, on a l'impression d'ajouter quelque chose, mais on ne résout pas encore tous les problèmes. Merci. Moi, je veux bien une toute petite précision de vocabulaire sur SAE. Qu'est-ce que vous entendez exactement par là pour que l'on puisse faire le lien avec des situations qu'on vit chez nous? Chapitre 2. Chapitre 2. En attendant pour l'exercice, simplement pour faire le lien, est-ce que c'est tout à fait une activité complète dans une UE? Est-ce que c'est une activité à un moment de 2 heures voilà. Non, c'est pas ça. Pour donner quelques exemples donc emblématiques, quelques types de SAE, il y a la simulation ou le projet, un grand projet, l'investigation, là c'est vraiment une recherche, l'étude de cas, et qui doit durer quand même, mettons, plusieurs semaines ou sur une semaine. Et le stage c'est la SAE emblématique évidemment que tout le monde connaît. Et disons que la définition que nous on donne généralement, c'est voilà, une tâche authentique consciemment organisée pour permettre le développement de compétences, qui demande de réaliser une production. Alors matériel, oui, matériel, généralement c'est matériel. Maintenant pour un philosophe ça va peut-être être un peu différent, mais généralement matériel, proche de celle exigée d'un professionnel. Ça doit faire sens pour l'étudiant, nécessiter qu'il choisisse des ressources internes, externes à mobiliser, à combiner, donc il doit avoir des décisions à prendre. S'il n'a pas de décision à prendre, si c'est un TP applicatif où il suit, il y a d'abord je prends ceci, je prends l'erreur meilleur, je mélange, ça c'est de l'application. On ne dit pas que ce n'est pas intéressant, bien sûr il faut des TP, mais ce n'est pas une SAE. Ça ne permet pas de développer la compétence et de prendre cette décision, de prendre un recul critique, etc. Ça permet de se situer régulièrement par rapport à l'objectif qu'on se fixe, en s'auto-évaluant, en bénéficiant du regard de ses enseignants, etc. Et généralement, ça fait au moins une vingtaine d'heures minimum de travail étudiant et souvent beaucoup plus. Ce qui importe, c'est qu'elle doit absolument être complexe. Donc, pour te donner un repère, c'est te dire, bon, ben, il y a probablement plusieurs démarches possibles et où elle va ouvrir sur des résultats différents. Et en tout cas, il y a pas mal d'informations à traiter, à prendre en considération. Donc, voilà. C'est ce qu'on appelle aussi une situation d'intégration? Oui, c'est ça. C'est plus que ça, parce que parfois, une situation d'intégration intègre 2 ou 3 matériaux-éléments. Mais ici, dans une SAE, la SAE doit permettre, normalement, de travailler une compétence dans son entièreté, parfois plusieurs, mais au moins une, avec toutes les composantes de cette compétence, donc toute la complexité de l'action, de conception, de mise en œuvre, peu importe la compétence. Donc, les composantes de la compétence doivent pouvoir être travaillées dans la SAE. Dans le stage, c'est évident. Mais voilà, dans une étude de cas, dans un projet, les ingénieurs qui doivent faire un robot qui aura telle et telle caractéristique, les architectes qui doivent faire la maquette d'un bâtiment, ben oui, ça va être leur boulot après de faire ça. C'est complexe. Voilà, vous en trouvez une, vous échangez un peu là-dessus, et puis grâce à ça que vous avez tous en tête, vous parcourez un peu les grilles, disons qu'on va se laisser 10 minutes, vous arrivez où vous arrivez, vous pouvez parler que des SAE ou même que de l'évaluation si vous voulez, mais il faut alors savoir ce qu'on a en tête quand on évalue. Et puis on prend quelques commentaires ou réactions dans la salle et en ligne
avant de clôturer. On peut demander à nos amis en ligne de nous soumettre l'un ou l'autre point de leur discussion. Qu'est-ce qui a été préoccupant ou intéressant dans leur débat? Ben, si c'est pour remplir la grille d'évaluation d'une SAE, on n'est pas très loin parce que Sabine nous a expliqué pas mal de choses et peut-être qu'elle va le réexpliquer, peut-être pour donner le contexte, Sabine, pour qu'on puisse... Peut-être Sabine, nous dire vraiment en quelques phrases les débats que vous avez eus et les points qui étaient des points de discussion intéressants. Donc j'ai présenté une toute petite partie d'une grille d'évaluation qui permettait d'évaluer la présentation orale d'un rapport de stage des étudiants de 3e année infirmière au terme d'un stage en maison de repos et de soins. Et donc, d'abord, j'ai répondu à quelques petites questions pour essayer d'un peu poser le cadre et de voir dans quoi quel était un peu le contexte dans lequel tout ça se passait. Et j'ai pris l'exemple, puisqu'on travaille aussi par compétences, j'ai pris l'exemple d'un critère bien spécifique et de certains indicateurs. Et puis voilà, on a plutôt échangé sur, voilà, est-ce que ça permet, donc on a fait le lien avec le document que vous nous avez mis à l'écran, avec les différentes questions, donc la grille d'évaluation d'une SAE. Et donc on est arrivé au point 4. Donc on a fait les 4 premiers points et on a plutôt échangé, voilà, sur voilà, est-ce qu'on était bien dans, est-ce qu'on ça correspondait bien aux critères, en tout cas aux questions qu'on devait se poser. C'était plutôt positif comme évaluation, je vais dire. Donc vous allez rester sur cette ligne-là. Ah oui, oui, mais encore l'améliorer, toujours s'améliorer et retravailler. C'est sans fin. Très bien. Okay. Merci Sabine. Il y a d'autres commentaires du côté des personnes connectées en ligne ou il vous semble que Sabine a fait un bon résumé de ce que vous avez discuté? Un excellent résumé. Magnifique. Vous aviez choisi une bonne rapporteuse alors. Merci. On va demander au groupe ici en présentiel, l'une ou l'autre réflexion dans chaque groupe. Dans le premier groupe ici. Qui se lance? Tout le monde a déjà beaucoup discuté d'abord sur la question des référentiels de compétences. Donc on est parti sur une compétence du métier d'enseignant qui était maîtriser et utiliser les outils d'évaluation. Et le premier constat qu'on a fait, c'est qu'en travaillant les SAE, on se rendait compte qu'on avait envie de retravailler aussi la formulation de certaines compétences, notamment autour du terme maîtriser, qu'on trouvait peu clair et qui ne permettait pas finalement d'identifier spécifiquement quelques situations emblématiques sur lesquelles on allait construire notre SAE. Donc c'est vraiment la première chose qu'on a un peu discuté. Et puis on est parti sur une discussion sur le fait qu'une compétence avait plusieurs peut-être situations emblématiques à rattacher et qu'il était nécessaire de faire des choix dans le programme de formation, de voir quel SAE on allait travailler à quel moment, en s'assurant qu'à la fin du programme de formation, toutes ces SAE mises ensemble allaient permettre de travailler la compétence dans sa globalité, surtout sur des compétences qui étaient aussi complexes que maîtriser et utiliser les outils d'évaluation, adapter à l'enseignement dispensé et pouvoir répondre de ces choix. Ça faisait beaucoup de choses à travailler dans une seule SAE. Une réflexion s'arrêtait un peu là, mais c'était déjà assez intéressant. Ça nous a permis aussi de clarifier un peu le concept de SAE qu'on connaissait pas ou peu. Voilà, je ne sais pas si j'ai fait un peu... Peut-être aussi avec le point 5, exige-t-elle du temps, plusieurs semaines pour être mené à bien, mais on se rend bien compte qu'effectivement, si on veut que ce soit mené à bien, il faut du temps. Et donc on est parfois peut-être trop ambitieux sur certains objectifs qu'on poursuit quand on les formule en termes de compétences. Et donc voilà, essayer d'ajuster un petit peu tout ça, notamment pour des publics qui sont déjà en situation professionnelle, mais comment on agence les choses pour que ce soit réaliste aussi. Ok, merci. Le groupe suivant. Moi j'ai donné.
Oui, allez, je vais lancer. C'est bien. Allez, Patricia. Et je trouve qu'ici, donc avec Jim. Ouais, donc il est en cours en première année. Je trouve qu'on a eu l'illustration de ce que Marianne évoquait tout à l'heure, de se dire, ok, mais c'est une situation effectivement authentique. On peut se dire qu'en première année, c'est peut-être difficile, mais en fait, visiblement, ici, la démonstration est faite que ça permet tout de suite d'intégrer, tout de suite d'être dans cette démarche de complexité, justement. Et je trouve que ça, c'était vraiment très intéressant de le voir sur une première année. Je pense que ici l'activité cochait vraiment beaucoup de cases parce que ça fait quand même un certain temps maintenant que l'activité est pratiquée. Et donc vraiment, on peut la prendre presque comme exemple, si je puis dire, de cette situation authentique, avec beaucoup d'éléments qui sont déjà pris en considération tant du point de vue de l'évaluation que de l'intégration des différentes connaissances, que de la gestion de l'apprentissage par les pairs, etc. Parce qu'il y a toute une série d'éléments qu'on n'a pas évoqué encore, mais ça fait apparaître aussi d'autres éléments tels que l'apprentissage par les pairs, par exemple dans ces situations authentiques, où cet échange nourrit vraiment beaucoup la progression des étudiants et où finalement, je terminerai là-dessus, l'enseignant s'évertue peut-être et passe beaucoup de temps en amont de conception de l'activité pour finalement disparaître au moment de l'activité. Et donc, finalement, il y a beaucoup de temps consacré finalement à être le moins visible quelque part et n'être qu'une ressource parmi tant d'autres. Et donc ça, en fait, le fait de disparaître demande beaucoup plus de temps que d'être sur la scène ou de vendre pendant 4 heures de cours. C'est vrai, j'ai un peu dévié de la grille, mais... C'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est intéressant. Comme le chat de Alice au Pays des Merveilles, finalement, c'est vraiment ça. Parfait. Merci pour ces réflexions. Dans le troisième groupe, c'était intense aussi. Oui, on a bien réfléchi. On est parti nous, sur un questionnement dans le bachelier en psychomotricité et puis l'année de spécialisation pour savoir si le TFE était en fait une situation d'apprentissage et d'évaluation, une SAE. Et on s'est rendu compte que tout qu'on fait, on faisait déjà bien les choses, parce que si on a pris la grille et on a passé un peu au fil des éléments, il ne manque pas tellement de choses en fait pour que ça devienne réellement une SAE, parce que ce TFE, on a aussi cette chance que ce TFE puisse en fait se réaliser à partir d'une situation clinique de stage. Donc en fait, ça peut être des étudiants. Ça peut être nous la complexité, c'est qu'on se rend compte que tout compte fait, ils commencent peut-être l'écrit de ce TFE très tard dans l'année, mais parce que quand ils sont en dernière, leur stage long, qui dure quand même vraiment en relation sur une année complète, eh bien, leur problématique doit être vraiment issue d'une pratique, d'une interrogation liée vraiment au contexte dans lequel ils sont plongés au niveau du stage. Donc le temps que ils analysent, qu'ils réfléchissent et qu'ils ressortent alors un questionnement, ça prend du temps, donc peut-être que ça c'est quelque chose qu'on doit voir, c'est le temps qu'ils doivent mettre alors pour après écrire le TFE, mais néanmoins, alors on se dit que ce TFE est quand même déjà une bonne essence. Donc, il n'est peut-être très certainement pas réalisable dans d'autres cursus de cette manière-là. Oui. Oui, parfois le mémoire n'est pas du tout une bonne SAE. Ça dépend. Il attaque un petit point de l'une des compétences et pourtant la note de l'étudiant porte largement quand même 18 crédits sur 60 sur ce mémoire, donc on peut vraiment se poser des questions. Ici, on a un exemple où le TFE se rapproche vraiment d'une SAE. On précisait rapidement aussi interventionnel qui est l'expérimentation pratique, ok, ça n'avait pas tous ces points. On est beaucoup maintenant dans les vues de la littérature, on est beaucoup sur des études qualitatives, et là, voilà, on ne répond pas à tous ces critères. Ah oui, effectivement. On n'est pas dans du savoir-agir. Pour un savoir-agir, il faut une action concrète qui soit l'action de l'une des compétences du programme. S'il y a 4 compétences dans le programme, l'action doit être une de ces 4 actions-là. Oui. Ok, on n'est évidemment pas au bout de nos réflexions.
Mais on a déjà participé à notre remue-ménage vers l'approche par compétences. On vous remercie en tout cas pour cet échange. On va mettre en ligne les documents qui peuvent nous aider.